Bien, je vous propose donc de commencer à l'heure. Donc, bienvenue pour ce premier cours dans ce cycle d'enseignement sur la robotique. Certains d'entre vous ont peut-être assisté jeudi à ma leçon inaugurale, donc où j'annonçais un cycle de 9 cours, dont le premier est aujourd'hui, et qui traite, donc ce cours traite des fondations d'une discipline qu'on peut considérer un petit peu comme nouvelle et qui est la robotique. Donc les cours auront lieu du 23 janvier au 19 mars et seront organisés tous de la même manière. À 16h, donc ça sera moi qui ferai le cours, et à 17h, j'ai invité des collègues donc, à présenter des éléments tout à fait complémentaires sur certains aspects de la robotique. L'ensemble de tous ces cours se fera en français. Donc il y aura des étrangers, il y aura un professeur de Stanford, il y aura 2 professeurs d'ailleurs de Stanford, un professeur de Zurich qui auront la gentillesse de faire leur présentation en français. Voilà, donc robotique, les fondations d'une discipline, je vais vous en dire un tout petit peu plus au niveau de ce qui vous attend. Donc comme je le disais lors de ma leçon inaugurale, qu'est-ce que c'est que la robotique ? La robotique traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Donc c'est là, pour donner quelques exemples de robots qui bougent, eh bien, je vous ai pris un robot industriel ici, dans l'industrie agroalimentaire, qui trie des saucisses. Vous avez un robot très habile là-haut qui plie du linge. Ça, c'est vraiment des grandes premières de l'Université de Californie à Berkeley. Dans mon laboratoire à Toulouse, bien, un robot humanoïde, le robot HRP2 qui manipule des haltères. Vous avez vu un robot grimpeur à droite. Et puis, vous avez ici l'extraordinaire main dextre de l'Université de Tokyo. Vous avez vu qu'il peut manipuler, lancer en l'air un téléphone portable et le récupérer. Bien, alors la séance d'aujourd'hui s'intitule « 50 ans de recherche en robotique ». Donc, je vais essayer de vous introduire les champs scientifiques et les différents aspects critiques de la robotique. Et François Pierrot donc, vous parlera, lui, des robots parallèles rapides. La semaine prochaine, donc le 30 janvier, on passera un petit peu plus à ce qui est le cœur de ce cours, qui est centré sur l'autonomie des machines. Donc vous voyez, là je mets 40 ans de recherche en robotique autonome, donc ce n'est pas 50 ans de recherche en robotique comme précédemment. C'est-à-dire qu'il faut effectivement attendre les début des années 70, disons, pour voir émerger des réflexions sur la possible autonomie des machines, donc de ces robots. Donc mon cours portera sur l'organisation des calculs sur les fonctions de perception, décision et d'action, tandis que Malik Galab, donc directeur de recherche au CNRS, parlera de planification et d'apprentissage en robotique. Ensuite, le 6 février, vous aurez une séance que j'ai intitulée « Une théorie de l'action anthropomorphe », où donc moi je vous exposerai une vision robotique de l'espace des actions, tandis que le professeur Berthoz parlera du nouveau concept qu'il a introduit, celui de simplexité. Et donc on évoquera les liens possibles entre les sciences du vivant et l'ingénierie et la robotique. Le 13 février, ça sera rouler-voler. Moi, je vous parlerai de comment je vous ferai une preuve mathématique. D'ailleurs, on lèvera à ce moment-là l'écran pour faire d'un cours traditionnel au tableau et à la craie. Et donc, ce sera des petites démonstrations de mathématiques là, que je vous ai annoncées lors de ma leçon inaugurale. On montrera que là, pour garer votre voiture, le nombre de manœuvres à effectuer varie comme l'inverse du carré de l'espace libre. Alors, c'est dit trop vite là, mais on le dira, vous verrez, c'est assez amusant. Et tandis que Nicolas Franceschini, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, présentera là, ses travaux assez pionniers sur le vol des insectes et leur application aux robots aériens. Le 20 février donc, portera sur la planification de mouvements
Et vous aurez deux exposés. Enfin, mon cours, moi, portera sur les approches déterministes et le cours de Jean-Claude Latombe, donc, qui est professeur à l'université de Stanford, portera sur les approches probabilistes du problème. Donc là, il y aura vraiment un effet miroir avec deux techniques, deux types d'approches complètement complémentaires d'un même problème qui est connu sous le nom de problème du déménageur de piano que j'ai évoqué lors de ma leçon inaugurale. Le 27 février, donc, on parlera de manipulation. Donc moi, je vous présenterai des techniques pour la planification de tâches de manipulation, tandis que Vincent Hayward, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, vous parlera de très jolis modèles de mathématiques sur les bases physiques du sens du toucher. Le 5 mars, ça sera les dérivés du mouvement. Alors les dérivés du mouvement dans un sens de géométrie différentielle, si vous voulez, où là, moi, je parlerai de problèmes mathématiques ouverts en robotique mobile, tandis que Oussama Khatib, donc professeur à l'université de Stanford, a intitulé son exposé « Des robots et des hommes », donc qui ouvre les perspectives de la robotique du futur, ces robots qui vont cohabiter avec nous. Le 12 mars, on évoquera le corps et sa structure dans un cours à la fois et un séminaire qui est vraiment pluridisciplinaire à ce niveau-là, puisque là, moi, j'évoquerai des travaux pluridisciplinaires sur l'étude de la locomotion humaine et de la locomotion humanoïde, donc quels peuvent en être les fondements calculatoires, tandis que Rolf Pfeiffer, donc ici présent, présentera donc sa théorie de l'embodied intelligence, le titre est très joli, c'est comment le corps façonne la manière de raisonner. Donc professeur à l'université de Zurich, mais il m'a promis qu'il ferait son exposé en français, n'est-ce pas? Voilà, et il le confirme, merci. Le 19 mars 2012, eh bien, on reviendra un petit peu à l'intitulé de la chaire. Hein. Je vous rappelle que la chaire ici, dont l'objectif est de présenter la nouvelle discipline qui est la robotique, s'intitule « Innovation technologique, Liliane Bettencourt ». Et à ce titre-là, donc, j'ai organisé une séance le 19 mars qui portera sur l'innovation, où moi je vous ferai un cours sur comment est née la start-up Kineo qu'on a créée au LAS dans le début des années 2000. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nos travaux de recherche, qui ont été évoqués précédemment, ont une valeur, mais valeur cette fois au sens de valeur économique, hein, c'est-à-dire comment se déroule le processus d'innovation au-delà de la recherche pour transformer l'essai et, en gros, aujourd'hui, payer une vingtaine de salaires uniquement à partir de découvertes, somme toute algorithmiques, qui étaient dans le traitement de l'information. Comment ça s'est passé? Et de la même manière, Bruno Messonnier, qui est le président-directeur général de Aldébaran Robotics, donc une société française qui développe de la robotique humanoïde, la seule en France et assez exceptionnellement la seule également en Europe, parlera des stratégies de développement et des marchés en robotique humanoïde. Bien, et le colloque de clôture, les 12 et 13 juin 2012, donc ça sera sur 2 jours, se fera complètement en anglais cette fois, puisque là, j'ai pris le parti de n'inviter que des collègues étrangers. Vous aurez 3 Européens, donc Mike Brady d'Oxford, vous aurez le professeur Dario de la Scuola Superiore Sant'Anna à Pise en Italie et Gerd Hinzinger du DLR à Munich en Allemagne, qui sont tous des figures absolument internationalement reconnues de la robotique, non seulement en Europe, mais aussi au plan mondial. 3 Japonais, le professeur Nakamura, qui a déjà eu l'occasion de séjourner ici au Collège de France à l'invitation d'Alain Berthoz, le professeur Kawato de ATR au Japon, et celui qui est reconnu internationalement comme le père de la robotique humanoïde, qui est le professeur Hiroshika Inoue de l'Université de Tokyo, donc qui m'a fait l'amitié d'accepter l'invitation que j'ai faite. Côté États-Unis, il y aura donc Matt Mason de Carnegie Mellon University à Pittsburgh. Vous aurez Russ Taylor, qui est un spécialiste de robotique médicale à Johns Hopkins University. Et enfin, Rodney Brooks, une des figures emblématiques de la robotique, qui a créé des écoles de pensée en robotique, et non seulement ça, qui a créé aussi
plusieurs entreprises issues de ces travaux de recherche. Voilà, donc un très beau colloque que je vous invite à suivre. Encore une fois, il sera en anglais. Bon, je pense que pour beaucoup, ça ne devrait pas poser de problème. Il faudrait voir s'il y a des possibilités de traduction, mais là, je ne peux pas m'engager à ce niveau-là. Et par ailleurs, que je confirme ce que j'ai annoncé lors de ma leçon inaugurale, il devrait y avoir une surprise. Mais comme toute surprise, je ne fais que l'annonce. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, 23 janvier, donc la séance est consacrée à 50 ans de recherche en robotique et je vais commencer par vous en définir un certain... qu'est-ce que c'est un petit peu la robotique? Quels sont les champs scientifiques et les champs de diffusion technologique? En gros, à quoi ça sert, où on en est, qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce que c'est? Montrez-nous des robots. En gros, la séance d'aujourd'hui est une grande séance de cinéma. Hein. Vous allez voir beaucoup de robots animés, donc, pour illustrer les différents. Alors, j'insiste beaucoup sur le fait que, je reprends la définition de la robotique comme traitant du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Bien, donc, alors, allons-y, commençons. Le mouvement. Alors, le mouvement, c'est une fonction continue du temps dans l'espace. Alors là, on sent bien qu'exprimé comme ça, on va rentrer dans des domaines mathématiques. Non, on rentrera un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, là-dessus, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous avez donc un rapport qui est entre le temps et l'espace. Un mouvement, ça a un début, une fin. Je fais un mouvement de prise ici. Eh bien, avant, je ne bougeais pas, puis là, je bouge pour prendre le stylo, et puis tout s'est passé de manière extrêmement continue. Il n'y a pas eu de téléportation, il n'y a pas eu de rupture temporelle. Hein, c'est une fonction continue du temps dans l'espace. Alors, ce type d'interrogation, c'est-à-dire comment rendre compte du mouvement, comment d'une certaine manière le figer, hein, est un vieux problème qui a été étudié depuis pas mal de temps, et en particulier donc, par Étienne Jules Marais, ici, qui est... non seulement saisit l'importance du mouvement par la définition qu'il en donne, le mouvement est l'acte le plus important en ce sens que toutes les fonctions empruntent son concours pour s'accomplir, mais lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment le capturer dans son essence, qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse le comprendre, et il a fabriqué alors, à gauche, vous avez bien sûr, c'est un dessin, c'est une aquarelle, hein, mais qui montre le mouvement des ailes d'une abeille, ou si vous observez ça de manière extrêmement précise, vous verrez que l'extrémité des ailes des abeilles décrivent un 8, comme ça. Donc, c'est pas rien, ce mouvement. Pourquoi, comment, etc., bien le comprendre. Ici, c'est des extraordinaires machines de production de fumée, où, vous voyez, vous figez le temps d'une certaine manière. Vous arrivez à créer un système dynamique avec la régularité de la fumée et où vous pouvez le perturber en mettant un petit obstacle et vous voulez étudier ces turbulences. Et vous avez ces merveilleuses images de chronophotographie ici d'un chat qui tombe. Et quand je vous ferai la séance sur la non-anomie, comment garer sa voiture, je vous raconterai une toute petite nouvelle d'Alphonse Allais qui rapporte le compte-rendu fait à l'Académie des sciences par Étienne Jules Marais à la Alphonse Allais, et je vous assure que c'est absolument délicieux pour expliquer comment se fait-il que quand vous lancez un chat en l'air, il retombe sur ses pattes. Hein. Vu d'Alphonse Allais, c'est absolument délicieux. Donc je vous promets là un petit peu d'humour lors de cette séance-là. Bon, bref, comment les phénomènes qui sont à l'origine de ce rétablissement du chat, du point de vue physique, sont compris depuis relativement peu de temps en termes mathématiques. Le chat fait dans son petit cerveau des crochets de lit de champs de vecteurs sur des variétés différenciables, hein, mais le problème c'est qu'il ne le sait pas. Hein, voilà. Bien, alors, les bouger donc pour un robot. Quelles sont les fonctions, les grandes fonctions du mouvement? Et alors j'ai choisi cet angle-là pour essayer de vous faire un petit peu le panorama, hein, des différentes applications de la robotique. Donc, principalement, c'est un robot la fonction du mouvement robotique, il y en a deux, c'est se déplacer et manipuler. Alors,
j'ai envie de dire que se déplacer, c'est un problème de rapport au monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Se déplacer, c'est si vous vous situez dans l'espace. Pour se situer dans l'espace, eh bien, quand vous marchez sur un seul plan, et j'ai repris ici une autre image de marée qui sont absolument magnifiques, vous avez deux variables de position, x, y, et puis une variable d'orientation, l'orientation corporelle, qui est l'orientation θ. Donc, se déplacer, c'est faire varier. C'est faire varier ces variables-là, x, y, θ, c'est-à-dire je suis ici et je veux aller à Toulouse. Je suis ici, je veux aller dans le bistrot à côté, je vais déplacer la totalité de mon corps, que je vais opposer avec la manipulation qui serait une forme de rapport à soi, dans le sens de, c'est dans mon espace proche, dans ce qui est à portée de main, si vous voulez, que je vais essayer d'effectuer une tâche. Par exemple, je veux saisir cette pomme-là, et là, j'ai tout un tas de mécanismes à mettre en place entre les repères, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon plan image, que je dois mettre en relation avec mon système mécanique qui est un petit peu complexe, qui est fait de bras, manipulateurs, en fait, etc. C'est une perspective qui est beaucoup plus locale, en ce sens donc qu'elle gère des repères internes. Bien. Alors prenons ces deux angles, donc se déplacer et manipuler, et vous allez voir qu'on peut faire une présentation de la robotique au niveau de ces deux aspects-là. Quelles sont les machines du déplacement? D'accord? Donc j'évoquais déplacer, aller au bistrot d'à côté, mais en fait on peut se déplacer dans les airs, on peut se déplacer dans les mers. Donc j'ai repris les classifications de l'armée française, terre, air, mer. Voilà. Alors se déplacer sur terre. Alors se déplacer sur terre, on va commencer par rendre un hommage à la roue. On ne peut pas dire que la roue c'est de la robotique, mais rendons-lui l'hommage suivant, absolument extraordinaire, qui fait que vous avez un système qui est en rotation pure, un yo-yo, vous voyez, un yo-yo qui tourne sur place. Et le yo-yo, vous le posez sur un plan horizontal, et hop, il se met à rouler. Qu'est-ce qu'il y a extraordinaire dans la roue? C'est que elle transforme un mouvement en rotation par un mouvement en translation. Extraordinaire. C'est une invention que l'homme a faite. Il n'y a pas de phénomène, bon, peut-être qu'on peut être contredit, je ne sais pas, dans certains spécialistes du science vivant, mais il n'y a pas d'être vivant qui utilise ce phénomène-là. Alors, il y aura peut-être des espèces très, très particulières, mais en général, le vivant a plutôt inventé des pattes, des ailes, des choses comme ça, mais pas la roue pour se déplacer. Alors, il n'est pas étonnant, bien sûr, que le roboticien prenne cette idée-là et s'intéresse aux véhicules à roues. Alors, pour les véhicules à roues, bien sûr, vous avez donc les véhicules classiques. Alors ici, je l'illustre, et c'est ce que je vais essayer de faire tout le long de cette première séance, de mettre un petit peu plus l'accent sur les recherches en France, qui ont été conduites en France, mais j'évoquerai pas mal de projets de recherche ailleurs qu'en France. En particulier, là, je veux mentionner le Grand Challenge d'ARPA, puisque il y a quelques années, dans les années 2000, donc là, c'était en 2007, je crois, c'est Sébastien Troun et son équipe de Stanford a réalisé la performance en moins de 7 heures, réaliser en totale autonomie, faire réaliser à une voiture sans chauffeur plus de 200 km dans le désert des Mojave. Alors ici, en revanche, vous avez un parking automatique qui est issu donc des travaux de recherche menés par une équipe de l'INARIA, donc dans le cadre du projet Praxitel. On sait garer des voitures. Deux mots d'innovation, les constructeurs automobiles, pour l'instant, s'en fichent. Je veux dire, on n'est pas encore au stade on a des systèmes d'aide à la conduite qui arrivent, mais la totale autonomie d'un véhicule qui est technologiquement, c'est possible aujourd'hui, mais pour des raisons très subtiles, juridiques en particulier, si la voiture bouge toute seule, en cas d'accident, qui est responsable? Le constructeur préfère ne pas l'être, et il faut qu'en dernier recours, ça soit quand même le chauffeur. Donc les systèmes de conduite automatique que vous voyez aujourd'hui peuvent vous guider dans l'angle volant, mais le frein et l'accélérateur sont sous votre responsabilité unique. C'est pas qu'on ne puisse pas le faire, qu'on ne puisse pas totalement automatiser ça, mais c'est pour des raisons, encore une fois, de diffusion technologique au sens large qu'on ne le fait pas.
Bien, alors ensuite, un autre exemple, vous avez sûrement entendu parler des Google Maps et des Google Cars, donc ce seraient ces systèmes automatiques qui sont chargés de vous numériser entièrement l'environnement dans lequel on évolue. Bien, en France, on est très bien placé à l'école des mines, donc juste en face du Collège de France, là de l'autre côté du boulevard. Bien, vous avez des technologies qui permettent ici de modéliser, vous voyez à gauche, c'est une numérisation d'une partie du boulevard Saint-Michel, donc par un véhicule des technologies donc développées à l'école des mines. Donc tout ça, c'est, encore une fois, les machines du déplacement. Ce sont des robots, hein. Il ne faut pas... Le terme s'applique puisqu'il y a un certain degré de conduite automatique ici pour ça. Alors, sur les machines de déplacement sur Terre, eh bien, vous avez des machines où le gros problème, c'est la résistance au terrain. Hein. Il faut que ce soit des machines beaucoup plus robustes qui n'aillent pas sur des zones asphaltées, si vous voulez. Il faut qu'elles explorent des espaces qui sont a priori non structurés. Donc là, vous avez bien sûr les robots de la NASA hein, qui explorent la planète Mars. Et ici, je vous montre le robot là-bas, qui est un robot qui a été développé dans les années 90 au LAS CNRS à Toulouse, dans le cadre d'un programme spatial au temps où le CNES avait un programme spatial d'exploration planétaire avec l'ESA. Hein. Donc ces programmes-là continuent de développer, bien sûr, à la NASA. Voilà des exemples donc, de robots d'intervention. Alors, vous avez ici un très beau système. Je laisse un petit peu le suspense, donc, parce qu'il va faire du bruit. C'est un robot quadrupède qui a été, il n'y a pas très longtemps, testé en Afghanistan. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour des applications humanitaires. Voilà. Mais vous allez voir. Alors, ce sont des moteurs à explosion. C'est assez fou, on s'attendrait à avoir des moteurs électriques donc d'où le bruit qu'il fait, mais je vous laisse regarder un petit peu la vidéo pour vous montrer l'extraordinaire robustesse de cette machine-là, hein, qui peut grimper donc dans des terrains absolument naturels. Ici, ce sont des sous-bois. Bien, donc ça, ce sont des travaux qui sont issus de Boston Dynamics. Regardez ça. Regardez l'équilibre de ce système, c'est absolument époustouflant. Hein, vous pouvez vraiment le perturber et il maintient son équilibre quadrupède. Alors, la même compagnie a fait un système beaucoup plus petit, hein, qui est le robot Rex, hein, beaucoup plus réactif, avec un système, alors ce ne sont plus des pattes, hein, c'est entre la roue et les pattes. Hein, c'est une espèce de patte qui est en mouvement circulaire et qui lui permet qui s'inspire hein, de conceptions. Je pense que Rolf Pfeiffer reviendra sûrement sur ces aspects-là, hein, qui s'inspire donc de certaines locomotions d'insectes hein, pour se déplacer dans des terrains, vous voyez, qui sont complètement accidentés. C'est-à-dire là, il est impossible de faire passer une roue. Hein. N'oublions pas que pour rendre la roue performante, il faut que le terrain soit relativement lisse. Bien. Alors, celle-ci, je vous laisse regarder. Ça pour la robustesse, la résistance au terrain, mais résistance des petits véhicules. Hein. Vous sentez bien que ce n'est pas le petit jouet que vous trouvez dans le magasin de modélisme le premier venu. C'est extrêmement robuste. Voilà, vous pouvez le faire passer absolument partout. Il se retrouve, il circule avec une force. Voilà, alors c'est le Dragon Runner qui a été conçu par nos collègues de Carnegie Mellon Université à Pittsburgh. Voilà. Donc c'est de la robotique. On s'amuse en robotique. Hein. Vous pouvez atteindre des vitesses assez extraordinaires. Là. Bien, alors sur Terre, eh bien, le déplacement sur Terre, on ne peut pas, bien sûr, ne pas évoquer la locomotion bipède. Alors, traditionnellement, on vous montre tous ces robots-là qui sont à gauche et qui sont assez connus, dont j'ai pas mal parlé pendant ma leçon inaugurale. Là, j'avais envie de vous montrer celui-ci, qui est toujours issu de Boston Dynamics, où vous avez donc ce système bipède qui a une démarche beaucoup plus fluide que les précédentes. Hein. Et là, bien sûr, le problème de la bipédie, c'est comment maintenir son équilibre
éventuellement sous certaines perturbations extérieures. Et il est clair que là, les technologies qui sont développées par Boston Dynamics dans ce cadre-là donnent des mouvements, vous pouvez le voir, qui sont beaucoup plus fluides que ces concurrents japonais, hein, pour l'instant. Alors voilà donc pour la bipédie. Un autre robot bipède que j'ai envie de vous montrer, c'est le Cornell Ranger, où là, quelle est la performance? Si vous comparez au précédent robot humanoïde, vous sentez bien que le précédent robot humanoïde, comme le Big Dog que vous avez vu, est très, très consommateur en énergie. Ici, il y a une conception très, très particulière qui va essayer d'optimiser la passivité du système. C'est-à-dire bénéficier de la pesanteur. D'une certaine manière, on peut dire que quand on marche, on ne fait que tomber et récupérer des chutes. Hein, c'est-à-dire que vous allez utiliser, pour avancer, essayer d'utiliser la gravité, même si elle est orthogonale à la direction d'avancement que vous voulez faire. Hein. C'est comme problème mécanique, il suffit de modifier le centre de masse et ça vous propulse un petit peu en avant et vous allez rétablir ça. Eh bien, basé sur ces principes-là, donc c'est Ruina, dans son laboratoire à Cornell University, a pu mettre en place ce système-là qui peut marcher pendant des kilomètres avec une simple petite batterie. Hein, donc très très peu consommateur d'énergie. Bien, toujours sur Terre, vous avez des systèmes un petit peu exotiques. Alors, vous avez ici un robot grimpeur de la NASA que je vous ai montré en bas, où celui-ci, vous sentez bien qu'il ne peut pas avoir une démarche complètement réflexive puisqu'il est obligé de s'accrocher. Hein, il grimpe, hein, comme le font certains sportifs ici. Je vous avais montré lors de la leçon inaugurale ce système-là. Et bien là, vous avez un robot développé par une société française, donc Robosoft, qui est le robot glace, et qui est utilisé pour nettoyer les vitres. C'est un robot laveur de vitres, hein, ici, qui a été expérimenté donc, sur la pyramide du Louvre. Bien, les machines du déplacement dans la mer, maintenant. Passons de la terre à la mer. Alors, on retrouve bien ce qui ressemble à une torpille, oui, mais un petit peu plus automatisé. Hein. Donc, ça, c'est clair que ce sont des engins sur lesquels il y a eu des progrès. Alors, qu'on utilise pour quoi faire? Par exemple, pour faire de la cartographie sous-marine, hein, pour faire du repérage et tout. Ici, vous avez le robot Vortex de l'Ifremer qui est testé en piscine, mais qui est, dans certaines versions, équipé d'un bras manipulateur pour essayer de faire des réparations qui vont être sur des plateformes offshore, par exemple. Et là, vous avez, c'est très récent, un système qui n'est pas très spectaculaire en soi. Là, on sent bien qu'il y a des panneaux solaires ici, mais qui utilise un très astucieux système d'exploitation des vagues, hein, pour maintenir son énergie. C'est-à-dire, avec très très peu d'énergie embarquée, il peut faire des milliers de kilomètres. Alors, vous avez les déplacements toujours dans des fluides ou mixtes, fluides et terre. Donc, les robots amphibies dont j'avais déjà parlé, qui est le robot, la salamandre de l'EPFL développé en collaboration avec l'INSERM de Bordeaux. Vous avez ces merveilleux robots serpents-anguilles de l'université de Tokyo dans le laboratoire du professeur Hirose. Vous noterez maintenant que le nom de son laboratoire, c'est Hirose Fukushima. Hein, c'est-à-dire que ces robots-là sont développés pour l'exploration dans des zones complètement de catastrophes, issues de catastrophes naturelles. Et je vous ai mis au milieu donc, le robot Rameau, donc une anguille artificielle qui est développée à l'IRSIN, de laboratoire de l'École centrale de Nantes. Alors, si on passe toujours dans le fluide, les machines du déplacement, et si on passe en micro et en micro-robotique, donc là, c'est plus nécessairement, on retrouve des systèmes assez rigolos. Ici, vous avez des systèmes avec flagelles. Hein, donc, c'est un système pour se déplacer dans un fluide. Depuis qu'on connaît à peu près la structure des spermatozoïdes, on sait qu'avec un petit flagelle, ça peut se déplacer dans des fluides pas mal. Bien, tout ça, ce sont des systèmes artificiels ici, hein, qui sont développés donc, à l'IRIS, un laboratoire de l'ETH à Zurich. À gauche, dans le même laboratoire, donc c'est le contrôle d'un microsystème, ici, vous voyez, qui va soit en translation, soit en rotation.
Je vous avais parlé des fameuses 3 variables de positionnement, x, y, θ. Eh bien, il suffit de créer ici des champs magnétiques de dimension 3 dans les 3 dimensions de cet espace à 3 variables, pour ceux qui ont suivi la leçon inaugurale, le fameux espace des configurations, hein, pour pouvoir, en évoluant dans cet espace-là, c'est-à-dire en faisant varier les champs magnétiques qu'il y a autour de la particule, eh bien, la particule va vous obéir et évoluer comme ça. Donc ici, le système de déplacement est complètement déporté. Hein, et vous êtes sous influence d'un champ magnétique. Bien. Alors, dans l'air, passons dans l'air maintenant. Eh bien, dans l'air, vous avez bien sûr les drones militaires dont on entend parfois parler, hein, ici, qu'on peut considérer qu'ils ont des degrés d'autonomie dans la conduite automatique. Vous avez des systèmes ici, comme celui développé par l'ONERA en France, qui est un hélicoptère automatique qui va être utilisé pour la surveillance de feux de forêt, par exemple. Et vous avez des micro-drones ici qui sont vraiment de la taille d'un insecte. Hein. Vous voyez ici, c'est rapporté à une pièce un Sense, donc développé à Harvard, qui est un vol battant. Hein. Ce sont des insectes à vol battant, donc extrêmement, extrêmement légers. Et puis au CEA LIST, pas très loin d'ici, donc vous avez ici des quadrirotors, hein, qu'on commence à voir, qui sont assez popularisés. La question étant, bien sûr, de l'autonomie de ces machines, c'est-à-dire comment les contrôler automatiquement. Et vous avez vu dans cette petite vidéo comment un opérateur peut perturber, hein, le vol de ce drone, et il revient à sa place de manière complètement automatique. Donc voilà pour les machines de déplacement dans l'air. Terre, air, mer, on a fait le tour du déplacement. Alors maintenant, on va parler des machines du fer. Alors les machines du fer, c'est-à-dire celles qui vont manipuler d'une certaine manière, hein, et c'est celles qui sont les plus traditionnelles. Alors je veux commencer quand même par cette image qui est simplement un jeu, mais pour vous montrer les degrés de précision aujourd'hui qu'on atteint dans le contrôle de ces machines. C'est une machine donc développée par KUKA, qui est un industriel de la robotique, de la bonne grosse robotique, hein, vous le verrez après dans des applications dans le manufacturier, eh bien, qui est capable de faire de la calligraphie de cette qualité-là, c'est-à-dire plusieurs pages, hein, ce sont des rouleaux d'un texte de Bible, hein, vous entrez le texte de Bible, et il écrit, hein, c'est lui qui écrit ce texte-là. Vous imaginez la précision que la machine doit avoir. Vous sentez bien que c'est impossible à programmer, ça. Hein, à programmer, je veux dire, directement avec un joystick. Ce n'est pas avec un joystick qu'on fait ça. Hein. Il y a un niveau de programmation là, qui fait que le robot a compris ce que c'était qu'une lettre gothique G, et c'est la dessiner, exercer exactement les forces pour faire les pleins et les déliés. Hein. Vous avez là une machine d'une extrême précision. Alors, je me sers de cette machine pour introduire donc, le cœur de la robotique dont vous avez entendu parler. Donc ici, je vous l'illustre par 2 robots ABB, qui est l'autre constructeur européen important avec KUKA dans la robotique manufacturière, et qui est ici la précision du geste de robot pour faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire l'étanchéité du châssis de votre voiture, hein, c'est-à-dire il met des revêtements étanches sur les joints de soudure ici, donc il doit suivre, vous le sentez bien, le châssis de la voiture est en train de se déplacer, on est sur une chaîne de montage, et il suit exactement, de manière très précise, les trajectoires qui lui ont été données pour déposer donc, son enduit. Et vous avez à droite la robotique d'assemblage mécanique, hein, où le robot est capable donc, de détecter, c'est un peu comme le trigger de saucisse, hein, mais là vous avez des robots qui coopèrent entre eux pour faire de l'assemblage mécanique de précision. Ici, ça doit être des contacteurs de télémécanique. Donc rapidité et précision. Alors vous avez aussi la puissance. Alors la puissance, regardez ces machines-là qui sont assez extraordinaires. Donc ABB à gauche, eh bien, qui assemble des parties de voitures qui vont être soudées, qui interviennent avec des... Donc là, on est dans des masses qui sont plusieurs dizaines de kilos. Et KUKA, qui récemment a mis sur le marché un robot, eh bien, pour mettre à la foire du trône. Hein, vous voyez, c'est un véritable robot au bout duquel... Donc c'est un robot 6 axes, donc vous pouvez faire varier les 6 paramètres de configuration dans l'espace, d'un corps dans l'espace, et puis vous mettez là-dedans des enfants, ils ont l'air de se régaler, hein. Et voilà. Donc c'est un gros manège,
mais vous sentez bien les problèmes qu'il peut y avoir sous-jacents de sécurité et de puissance de cet engin. Hein. Donc la robotique manufacturière, c'est vraiment une robotique à la fois de la précision, de la rapidité. Alors rapidité, on va le voir tout à l'heure avec l'exposé de François Pierrot, qui montrera d'autres structures de robots de manipulation, et puissance. Hein. Donc précision, rapidité, puissance, ça sont les grandes caractéristiques de ces robots-là. Bien, alors la robotique du fer, le deuxième aspect du fer, c'est la manipulation d'objets. Alors vous avez ici donc les mains, hein, je vous laisse regarder, admirer donc, une nouvelle fois l'extraordinaire main du professeur Ishikawa de l'université de Tokyo. Regardez la saisie du téléphone portable, qui est absolument extraordinaire, avec une main à 3 doigts. Hein. Bon, on n'a pas dit que ça marchait à tous les coups, mais ça a au moins marché une fois, et c'est très, très spectaculaire. Hein. Mon exposé porte sur la recherche en robotique, hein, c'est-à-dire que quand vous faites des expérimentations de recherche, vous êtes content quand ça tombe en marche. Hein. Voilà, hein. Après, il s'agit de robustifier, d'industrialiser, tout ça, c'est absolument naturel et normal. Hein. Mais disons que là, ça démontre un réel savoir-faire technologique, hein, au sens de, bon, s'il fallait passer à une phase d'industrialisation de ça, c'est possible. Voilà. Hein, c'est tout à fait possible. Alors d'autres mains ici que vous avez, en particulier la main du DLR ici, qui est accrochée au bras que vous avez là. Vous avez des mains très spectaculaires. On triche un petit peu parce qu'on ne vous montre pas ce qu'il y a dessous, parce qu'elles sont commandées par des systèmes de muscles pneumatiques, ici, qui sont tout déportés sur l'avant-bras et qui sont absolument énormes. Hein. Donc ça serait, si vous voulez, ça serait l'avant-bras de Popeye, hein, c'est pour faire fonctionner ça. Donc très, très, très gros, et le problème de la miniaturisation et de l'apport d'énergie se pose. Hein. Et vous avez ici un bras, alors on ne voit pas très bien, mais ici c'est un assemblage de robots manipulateurs, hein, qui fait une énorme main qui a été développée donc au Canada et qui a été attachée à la station spatiale, hein, donc exploitée par la NASA. Alors, vous avez aussi dans la robotique du fer, alors on va commencer par la petite animation de droite où on ne voit pas très bien ce que ça vient faire ici dans une conférence de prestige en robotique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu tout simplement un système, un tapis roulant ici qui éjecte une pièce à certains moments et qui l'accepte à un autre moment. Alors, on va essayer de la retourner. Donc regardez ici, vous voyez, la pièce suit quelque chose et hop, arrive exactement à une position et à une orientation désirée. Ici, elle est mal positionnée, donc elle est éjectée. Ce système-là, il n'y a rien dans ce système-là. Il n'y a rien, si. Il y a une chose. C'est la conception de cette petite pièce mécanique-là. C'est-à-dire que sans aucun capteur, sans absolument rien, vous avez un système qui est complètement astucieux. Vous mettez les pièces en vrac et elles arrivent parfaitement orientées comme vous le souhaitez pour être traitées dans un processus ultérieur. Il n'y a aucun traitement de l'information, hein, c'est simplement... Alors c'est ce qu'on appelle le minimalisme, c'est-à-dire comment concevoir donc des machines qui, par leur structure physique, vont réaliser une fonction particulière. Là aussi, j'empiète, je pense, sur un des aspects qui sera dans la présentation de Rolf Pfeiffer il y a quelque temps. Et vous avez ici, vous avez vu les mains dextres absolument sophistiquées, avec 5 doigts, dont un pouce opposable avec les autres doigts, etc., qui imitent la main humaine. Bien là, vous avez une machine qui est faite de 4 petits tubes, hein, qui sont articulés ici autour d'une fleur et qui ont une capacité, par leur conception même, de pouvoir ramasser des objets qui sont comme ça, de manière complètement autonome, complètement passive, si vous voulez. Il n'y a pas de calcul à faire. Vous mettez ça sur un tas de crayons feutres là-dessus et ça va vous les prendre un par un ou en vrac pour vous les amener à côté. Il n'y a pas besoin de raisonner sur la forme de l'objet à prendre et tout. Et ça permet de manipuler des objets d'une très grande variété. Donc c'est le minimalisme, ça c'est un des papes du minimalisme, c'est Matt Mason qui est actuellement le directeur du Robotics Lab de Carnegie Mellon University et qui est l'un des invités du colloque au mois de juin. Bien, alors j'en arrive à
à la robotique médicale. Alors la robotique médicale, vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait 1 million de patients qui avaient été opérés avec un robot, et on a bien pris la précaution de dire attention, c'est avec un robot, ce n'est pas par un robot. C'est-à-dire que le robot apparaît ici comme une aide aux chirurgiens. Alors, dans ce secteur-là, au niveau, c'est sûrement les Américains qui sont très en pointe, et vous aurez Russ Taylor, un des pères de la robotique médicale, donc qui sera là, l'invité au colloque de juin. Et vous voyez ici la société Da Vinci qui vend ces robots-là pour la chirurgie et qui est illustrée par cette image. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, alors, bien sûr, on ne voit pas le corps est quelque part par ici, et finalement, le médecin, le chirurgien, ne voit plus le corps. Il est à distance du corps. Pourquoi? Parce que toutes les informations qu'il récupère sont des informations qui vont être données par la prise d'image qui est faite ici, analysée, numérisée et reproduite sur un écran d'ordinateur, voire un système de réalité virtuelle qui va immerger le chirurgien à l'intérieur du corps de la patiente. C'est-à-dire vous pouvez donc maintenant modéliser des toutes petites tumeurs à prélever, grandes comme ça. C'est que des questions d'échelle de représentation. Et il va utiliser ici ses mains pour téléopérer ces robots. Alors j'ai pris le parti de vous présenter le robot porte-endoscope qui a été développé en collaboration donc, entre l'hôpital La Salpêtrière et le CHU de Grenoble, et donc des collègues d'un laboratoire TIMC à Grenoble. Je vais lancer la vidéo. Âme sensible, fermez les yeux. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc, quelle est l'idée là? Le chirurgien a 2 pinces qui vont aller prélever une tumeur. Donc, il n'y a pas de robot, si ce n'est qu'il y a une téléopération de ces 2 systèmes. Alors, où est le robot? Le robot, vous n'allez pas le voir, enfin, ou plutôt si, vous le voyez, il est là, mais vous ne verrez pas dans les images internes, c'est le robot porte-endoscope. Alors, l'endoscope, si vous voulez, c'est la petite caméra que vous allez faire passer, qui va vous donner l'image et qui va permettre au chirurgien de se situer où il est. Eh bien, l'endoscope, dans cette expérimentation-là, l'endoscope peut être commandé par la voix, par le chirurgien. Donc, je vous montrerai à certains moments où l'endoscope va bouger tout seul. C'est tout simplement que le chirurgien lui aura dit un petit peu plus à droite ou un petit peu plus bas. Simplement ça. Et l'endoscope réagit. Donc, allons-y. C'est dans une opération d'urologie. Bon, il y a des passages un petit peu sanguinolents, mais ça vous montre bien. Donc, voilà le porte-endoscope ici. Et voilà, vous avez vu ce petit mouvement-là. Ce mouvement-là, le chirurgien a les mains comme ça. C'est-à-dire, c'est par la voix qu'il a dit un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, etc. Donc, il est en train de guider à l'intérieur du corps la caméra. Et ses 2 mains, donc il est complètement libre avec la caméra, et ses 2 mains se concentrent sur les 2 pinces qu'il utilise. Et le problème, c'est d'avoir une stabilisation de l'image qui lui permette donc de continuer très tranquillement son opération. D'accord ? Donc, 2 éléments de téléopération qui sont... Alors, voilà ce qu'il voit. Il travaille à partir de ça. Il n'a pas de vue directe. Hein. Donc, un des intérêts de la robotique chirurgicale, bien sûr, c'est d'éviter d'ouvrir avec des grandes cicatrices comme ça pour avoir un accès direct. On a un accès indirect à travers une caméra donc, et une modélisation. Donc, ici, donc, voilà un très bel exemple donc, d'opération assistée avec l'aide d'un... Alors, le fer, ça peut être aussi des micro- et nano-assemblages pour aller dans des... où là, on est dans des systèmes qui gèrent de la nanomètre. Hein. On est dans des nanomètres, pardon, il était actif. Alors, on ne le voit pas très bien parce que les mouvements sont très, très petits. Et là, je vous montre des micro-manipulations, ici par une société donc, qui est... à Zurich, en Suisse, Femtotools, et là dans un laboratoire de Besançon. Donc les Français sont très bons dans ce domaine-là pour l'assemblage d'une micro-lentille hein, dans un système plus global. Donc vous voyez ici que vous avez ces mouvements-là qui sont assurés sur des distances qui sont extrêmement, extrêmement fines. Voilà. Et vous pouvez donc faire de la micro-manipulation de ce type-là. Donc voilà un des domaines, là aussi, de ce que j'appelle le fer, hein, c'est-à-dire la manipulation ici. Alors, autre exemple, c'est la robotique d'intervention. C'est toujours la robotique du fer. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On ne voit rien, on ne voit pas de robot. Hein, alors, on sent bien que ce qu'on a simulé, c'est une catastrophe avec un cadavre sous des décombres, ici, après un tremblement de terre. Oui, et où est le robot?
Ben, le robot, si vous observez bien, ou vous ne l'avez pas vu, mais vous allez le voir là, il est très très indirect, vous le voyez ici, vous voyez des câbles qui ont été suspendus. Voilà. Alors là, maintenant, on fait l'évacuation d'un blessé par câble. Mais ces câbles, en quoi c'est robotique, on ne comprend pas. Mais regardez ici, vous avez des treuils, alors je vous le montrerai sur l'image finale. Vous avez des treuils qui sont positionnés sur les différents sites, là, et vous voulez bien sûr lever cette personne, enfin, ici il y a une intervention, ben, il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens et qu'elle soit orientée n'importe comment, qu'elle commence à vriller, il faut que vraiment le lever soit parfaitement horizontal et préserver toutes les contraintes que vous souhaitez sur le transport de ce blessé. Donc tout ça, c'est tout simplement un jeu sur des treuils que vous avez ici, mais ce jeu-là doit être complètement coordonné, donc complètement automatisé. D'accord ? Donc vous avez une tâche là et vous avez plusieurs moteurs à coordonner. C'est un très belles applications ici, tout à fait nouvelles, là, qui sont développées dans le cadre du projet Coprin à l'INRIA, mené par Jean-Pierre Merlet. Bien, alors on a vu la robotique du déplacement, la robotique du faire, et je voudrais prendre deux exemples d'une robotique qu'on peut qualifier de suppléance. Alors, suppléer, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est les exosquelettes, ce qu'on peut appeler l'ogme augmenté aujourd'hui, et je vous en montre ici des exemples, là, avec une société qui fabrique donc des exosquelettes exactement comme cela, qui va permettre la verticalisation d'une personne qui a des difficultés à se déplacer. Alors, l'intérêt qu'il y a ici, c'est vous équipez une personne parfaitement valide, hein, vous pouvez être équipé de ce système-là, ça ne fait que dupliquer vos forces, c'est-à-dire que c'est la machine qui va absorber les forces qui sont de verticalisation principalement, c'est-à-dire la masse que vous transportez, et vous pouvez transporter ici plusieurs dizaines de kilos sans aucune fatigue pendant plusieurs kilomètres. Alors vous avez donc ça, c'est une technologie qui est développée au CEA avec une petite entreprise, la RB3D, pour le compte de la DGA ou soutenu par la DGA. Ici, vous avez aussi le fameux HAL qui a été un des premiers développé par le professeur Sankai de l'université de Tsukuba. Alors, attendez, je vais l'arrêter là parce qu'après je vais vous mettre le son. Et cette vidéo-là n'est pas du tout spectaculaire parce que vous n'allez pas voir de robot. Hein, vous n'allez pas voir de robot. Ce que vous allez voir, c'est simplement des électrodes qui sont placées sur la jambe d'une personne. Et vous allez voir, cette jambe-là va faire un tout petit mouvement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là n'est pas capable de faire ce mouvement parce que c'est un paraplégique. Alors je préfère, ça sera laisser la vidéo avec les commentaires de David Guiraud, qui est le responsable du projet Démarre. Regardez et écoutez. Il faut des objectifs assez humbles en fait. Il faut des objectifs où on avance pas à pas et qui soient à chaque fois valorisables d'une certaine manière, et valorisables pour le patient et pour le médecin. Nous, on est là derrière pour faire avancer les choses. Notre souhait, c'est vraiment de fonctionnaliser et de faciliter cet effort de verticalisation en se concentrant sur la tenue d'un aplomb vertical de qualité et sur l'amélioration du lever de chaise. Pour l'instant, le patient est totalement incapable seul de pouvoir faire ce genre de choses, pour des raisons de sécurité essentiellement. Donc ça reste des choses qui ne sont exploitables et utilisables qu'en milieu clinique. Et donc il y a une étape aussi de formation envers les médecins et les équipes soignantes, ça inclut les ergothérapeutes. Voilà la fameuse verticalisation. Ici. Pour utiliser ce genre de technique de manière sûre et surtout de manière fiable. Et ça, c'est tout un travail d'apprentissage, de formation qu'il faut faire et qui accompagne finalement nos recherches. Alors vous ne voyez rien parce que le retour ne peut être que le ressenti de la personne. Qui est là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut laisser comme force sur ses bras pour se maintenir debout. Donc c'est pas du tout spectaculaire, mais ce sont vraiment des recherches de pointe ici et qui peuvent ouvrir effectivement des perspectives très... Voilà.
Bon, là, vous avez quand même une belle démonstration de François. Plutôt dans la verticale. Voilà. Donc, suppléer, hein, se déplacer, faire suppléer. Et puis, on va essayer de faire une combinaison de se déplacer et manipuler. Finalement, là, on a vu le problème du déplacement des variables x, y, θ, le problème de coordonner des variables internes pour manipuler ce qu'il y a autour de nous. Et bien maintenant, réunissons ça, c'est-à-dire on va prendre un robot mobile et puis on va l'équiper avec des bras. Hein, et puis, on se pose le problème donc, de voilà, ce qui peut vous attendre. Donc ça, c'est le robot PR2 de Willow Garage. Eh bien, il est nécessaire là, de manipuler et de bouger en même temps. Hein, il faut se déplacer et manipuler donc pour aller prendre une canette de bière et puis pour effectuer tout ça. Alors, vous voyez que c'est accéléré 5 fois. Hein, on en est vraiment qu'au début, mais on y va franchement. Alors, deuxième exemple, c'est bien sûr la robotique humanoïde, où pour prendre un objet au sol, eh bien, il faut bien utiliser ses jambes et se déplacer un petit peu pour prendre ça. Donc, il y aura une séance qui sera entièrement consacrée à ça. Et de la même manière que si vous voulez déplacer un réfrigérateur chez vous, vous savez très bien que vous allez le faire en pivotant, hein, en faisant pivoter ce réfrigérateur tout en marchant. Donc la nécessité de combiner à la fois manipulation et marche. Ce que j'appellerais une action incorporée. Les Anglais ont un très beau terme pour ça, ils parlent de embodiment. Je ne sais pas comment le traduire, on ne peut pas le traduire par incarné, parce que c'est un peu trop connoté chez nous. Incorporé, c'est pas tout ça. Bon, je proposerai une traduction qui serait incorporée, un néologisme, pour dire que l'action est vraiment partie prenante de l'ensemble du corps, c'est-à-dire l'ensemble des segments corporels participent à l'action. Bien, alors, voilà, on a fait le tour. Vous voyez, en faisant une présentation en gros des différentes fonctions du mouvement, en gros, se déplacer, manipuler, ça m'a donné l'occasion de vous montrer un petit peu tous les champs d'application possibles de la robotique sous-marine, l'exploration terrestre, médecine, micro, nano, robotique humanoïde et tout ça. Vous avez vu tous les champs, hein, uniquement structurés par ce type de présentation. Alors, on va passer, pour terminer, au problème de programmation qu'on abordera un peu plus au cours suivant, hein, qui sera consacré à ça. Alors, programmation des robots industriels, classiquement. Eh bien, ici, la plupart du temps, dans des environnements très bien structurés, vous pouvez préparer la tâche du robot. Hein, la tâche du robot, c'est de faire une certaine tâche de soudure, en fait, etc. Donc, vous allez planifier une trajectoire complexe en amont, hein, et puis après, vous allez agir. Alors, quels sont les champs scientifiques ici? Je vous ai mis tout ce qui est la planification des mouvements qui sont intégrés donc, dans les systèmes de programmation de robots. Et puis après, vous avez ici tous les aspects qui sont les aspects commande, les aspects contrôle, les aspects précision. Et là, on est dans de l'automatique pure. Hein. Vous voyez, de l'algorithmique, là. Et là, c'est le champ de l'automatique pour la contrôle de la précision de ces systèmes-là. Alors, bon, c'est des degrés d'autonomie, vous programmez et puis vous faites exécuter, qui sont relatifs. Si vous voulez passer à une autonomie qui est un peu plus riche, vous devez bien sûr prendre en compte la perception. Alors ici, je l'illustre par quelque chose qui n'est peut-être pas très spectaculaire du point de vue de la perception, mais qu'on comprend très bien. Ici, le robot doit faire une tâche extrêmement difficile, on y reviendra, je l'ai évoqué lors de la leçon inaugurale, c'est garer une remorque. Hein. Donc ça, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué. Hein, bon. Mais on sait faire, on sait planifier ces trajectoires-là. Et là, vous les voyez en phase d'exécution. Alors en phase d'exécution, qu'est-ce qui se passe? Le robot avait une connaissance a priori à travers un télémètre laser ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est l'environnement ici qui est en bleu. Et puis au fur et à mesure qu'il avance, il a toujours ces capteurs laser qui sont ici, qui prennent des informations, mais qui ne correspondent pas tout à fait à l'information qu'il avait. Il y a du bruit, il y a de l'incertitude, etc. Donc en temps réel, il est obligé de rectifier ses trajectoires pour pouvoir, vous voyez ici, le but va devoir être redécalé pour pouvoir effectivement accoster, vous allez voir, sous cette table-là. Donc là, vous avez toute une boucle qui est perception, ici en utilisant de la télémétrie laser, du raisonnement, le raisonnement qui a servi à planifier où est-ce que je dois manœuvrer. Hein, où est-ce que je dois manœuvrer dans l'espace? Je ne peux pas faire du pur réflexe avec ces systèmes-là. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Il y a vraiment
un aspect obligatoire d'anticipation, c'est où dois-je manœuvrer, qui est le caractère planification, et ensuite vous devez réaliser l'action et contrôler l'action en bouclant sur la perception. Donc vous avez la grande boucle de la robotique, cette fois, qui est la boucle perception, décision, action, qui sera le thème du cours de la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on fait toujours ça? Non, ce n'est pas nécessairement utile. Vous avez aussi des méthodes de programmation de robots qui sont basées sur de l'apprentissage sensorimoteur. Et vous avez ici un très bel exemple de petit robot humanoïde extrêmement robuste ici aux perturbations, qui n'est pas en train de faire de la prédiction, de la modélisation, puis du raisonnement, etc. pour dire voilà, non, c'est vraiment des comportements qui sont purement réactifs, sensorimoteurs, et qui n'ont pas été synthétisés par des équations différentielles. Disons que ces équations différentielles-là ont été apprises. Et là, on est vraiment à l'interface avec les sciences du vivant, et la robotique donc, a développé ce qu'on appelle la théorie de l'apprentissage pour la robotique, mais qui se trouve en dualité avec les théories qui sont exploitées en sciences du vivant. Donc voilà pour l'apprentissage sensorimoteur. Eh bien, si vous êtes vraiment intéressé par ça, vous avez une Bible à lire, qui est le Handbook of Robotics, donc, que j'ai déjà mentionné, de Bruno Siciliano et Oussama Khatib, qui réunit un petit peu tous ces champs-là. Voilà, j'en ai terminé pour maintenant. Donc, ce que je vous propose à ce stade, c'est de prendre peut-être quelques questions pendant que François Pierrot s'installe. Sachant qu'à l'issue des deux présentations, je souhaiterais qu'on maintienne le temps correctement, qu'on termine à 6 heures, et qu'après, on sera bien sûr à votre disposition pour répondre un peu plus à questions.